Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décrypte chaque semaine l'actualité américaine. Je suis Thomas Gagnard de TTSO, je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas. Alors, on attendait l'apocalypse et finalement, pchit, Trump a annoncé cette nuit qu'un cessez-le-feu de 15 jours était accepté par les États-Unis et l'Iran. 2 semaines donc, pendant lesquelles un plan de paix en 10 points, proposé par l'Iran, va être discuté. Donc Laurence, plongeons tout de suite dans les détails. Que sait-on à ce jour sur ce cessez-le-feu ? Oui, alors nous enregistrons ce podcast mercredi 8 avril, en milieu de journée, heure française. Ce qu'on sait à cet instant, c'est que les deux parties ont cessé leurs attaques depuis cette nuit. Les Iraniens acceptent de rouvrir le détroit d'Ormuz, qui reste apparemment quand même sous leur contrôle, mais ils vont exiger des garanties de paix et des réparations. C'est ce qu'on va voir dans les négociations. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les heures qui suivent ? Eh bien, il y a beaucoup d'inconnus qu'on va donc lever dans les négociations. Est-ce que les Iraniens vont abandonner leur stock d'uranium ? Quel type de péage ils vont imposer sur les bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz ? Trump ayant précisé lui-même qu'il voulait aussi imposer des péages. Il y a aussi toute la question d'Israël. Israël n'est pas vraiment content, apparemment, de la fin des hostilités, ne compte pas cesser ses frappes sur le Liban de son côté. Donc là aussi, une inconnue. Voilà, il y a plus de questions que de réponses à ce stade. Depuis ce matin, les analyses et les hypothèses se succèdent. Laurence, avec vous, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul. Sur le long terme, qui a gagné, qui a perdu ? Et pour rester dans notre couloir de nage, comment évoluent les équilibres politiques aux États-Unis suite à cette guerre ? Oui, ce qui est certain, c'est que les deux gouvernements, l'Iran et les États-Unis, crient tous les deux à la victoire. Et puis évidemment, quand on regarde de près, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des divergences dans chaque pays. Si on prend l'Iran, c'est pas vraiment ma compétence, mais ce qu'on peut voir, c'est que les gardiens de la révolution qui sont maintenant au pouvoir crient qu'ils ont gagné. On n'entend pas beaucoup l'opposition iranienne, évidemment, mais on se doute qu'elle n'est pas d'accord du tout. Côté États-Unis, là je suis plus à l'aise pour en parler, il y a d'abord une différence énorme quand on regarde les médias entre tout ce qui est côté républicain, qui crie là aussi à la victoire américaine, et puis tout ce qui est démocrate, progressiste. On lit beaucoup le New York Times en France, et on voit bien qu'ils pensent que la situation américaine est dégradée par rapport au début des hostilités. En revanche, Laurence, il y a une nouveauté qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est l'explosion de la coalition MAGA. Oui, parce que cette fois-ci, et c'est effectivement une nouveauté, il y a une scission au sein du courant MAGA, enfin au niveau des élites en tout cas, entre ceux qui restent MAGA canal historique, donc ils sont très opposés à une intervention militaire à l'étranger, surtout au Moyen-Orient, et puis les MAGA qui sont plus inféodés à Donald Trump et qui se taisent. C'est peut-être le cas d'ailleurs de J.D. Vance, le vice-président. Et plus largement, est-ce qu'on peut dire que Trump sera affaibli sur le long terme de ce conflit en Iran ? Alors ça, c'est une excellente question. Il faut distinguer entre les échéances à court terme et à long terme. Bon, court terme, en fait, on va plutôt parler des échéances politiques de Trump dans le contexte des élections de mi-mandat qui ont lieu début novembre prochain, donc dans 6-7 mois. Là, toute la question pour Trump, ça va tourner autour de l'évolution du prix de l'essence, évidemment. Si les hostilités reviennent, l'évolution du nombre de soldats tués. Là, on a eu à peu près une quinzaine de soldats américains qui ont péri dans le mois dernier. Ça peut évidemment changer si la guerre reprend. Et puis, à plus long terme, je crois que cette séquence, elle renforce, elle met en scène, si vous voulez, la bataille à venir pour la succession de Donald Trump. Donald Trump est censé partir en 2028, lors des prochaines élections présidentielles. En tout cas, c'est ce qui est constitutionnellement prévu. Il va y avoir dans ce cas-là des primaires républicaines qui opposeront très certainement Marco Rubio, secrétaire d'État, qui était pro-guerre ces dernières semaines, et de l'autre côté, le vice-président J.D. Vance, qui était lui beaucoup plus réticent, même si il est resté très discret. Donc, la séquence de la guerre contre l'Iran renforce l'opposition entre les deux hommes. Et puis, je crois, au-delà, elle pose la question de la nature du Trumpisme après Trump. Est-ce que ce sera un courant qui a une politique étrangère très en retrait, ça c'est le canal historique, ou au contraire une politique étrangère très interventionniste dans un mode prédateur et égoïste, c'est le courant que Trump semble avoir emprunté depuis son retour à la Maison-Blanche. Oui, surtout qu'il y a une question qui n'est pas réglée, c'est quel est le bilan de la guerre pour les États-Unis ? On avait vu il y a un mois des objectifs divers qui avaient été présentés, aucun à ce jour ne semble atteint. Comment les compétences de commandant en chef de Donald Trump peuvent-elles être perçues par l'opinion américaine et par ses alliés ? Oui, ses compétences de commandant en chef ou même de négociateur. On sait qu'il est très fier de ce savoir-faire qu'il s'attribue. Bon,
Pour être en fait très honnête, il faut voir que tous les présidents américains de ces dernières décennies se sont laissés prendre au piège du Moyen-Orient. Qu'on parle de Bush avec l'Irak ou même d'Obama sur la Syrie et la Libye, ça a toujours été un petit peu la même affaire. Trump s'était fait élire justement sur une rupture. Et donc on est quand même très surpris. Sa base et les élites MAGA sont consternés de voir qu'il s'est laissé prendre à ce piège, d'autant plus qu'il apporte sa touche si particulière. Vous l'avez dit, des objectifs stratégiques qui étaient divers. On peut même dire qu'ils étaient relativement flous côté américain, puisqu'on a eu successivement le changement de régime à Téhéran pour que la démocratie s'installe dans le pays, la destruction des capacités nucléaires et balistiques du pays. Il a également été question de protéger les États-Unis d'une menace imminente, on ne sait pas très bien laquelle. Le secrétaire d'État Rubio a aussi mentionné au début de la guerre le fait qu'il fallait suivre l'allié israélien. Ça a fait scandale, mais j'invite tous les auditeurs à aller voir le New York Times d'aujourd'hui parce qu'il y a une grande enquête de terrain qui vient de sortir et qui raconte comment Trump a pris la décision d'entrer en guerre, donc il y a un mois, contre l'Iran, et l'article indique à quel point Netanyahou a été présent dans la prise de décision. Donc ça incrimine vraiment le rôle d'Israël. Donc ce sera instrumentalisé de toutes les manières possibles aux États-Unis. C'est absolument certain. Autre raison d'entamer cette guerre, alors ça c'est pour les conspirationnistes, détourner l'attention de l'opinion américaine de l'affaire Epstein. Et puis enfin, ça c'est une raison que Trump a mentionnée plus tôt ces derniers temps, c'était s'emparer du pétrole iranien. Une dernière raison encore est apparue ces derniers temps, il s'agissait de rouvrir le détroit d'Ormuz au trafic maritime. Un objectif qui n'est donc pas prévu par les Américains à la base, donc. Ben non, et c'est là qu'on voit que cet affrontement est devenu un nouveau cas d'école des conflits asymétriques. Une habitude pour les US avec l'Afghanistan ou le Vietnam un peu plus longtemps. Absolument, un conflit asymétrique, c'est un conflit où une superpuissance, en fait, a beaucoup de mal à dominer un pays beaucoup plus faible militairement. Et c'est ce qu'on a vu avec le blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens. Il est absolument certain que les stratèges américains savaient que les Iraniens pourraient employer cette arme économique, mais apparemment Trump n'a pas tenu compte de leurs prédictions. Ok, ça c'était pour les objectifs, mais il y a aussi une nouveauté dans cette guerre, qui est le mode de communication de Trump, dans le fond comme dans la forme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Laurence ? Oui, c'est quand même la première fois qu'un commandant en chef américain utilise son propre réseau social Truth Social pour faire des annonces, d'ailleurs contradictoires suivant les jours, jusqu'à celle d'hier soir. C'était vers 00h30 quand on a appris qu'il y avait tout à coup un cessez-le-feu de 15 jours. Et puis, il faut aussi souligner, alors on a l'habitude avec Trump, en réalité. Mais pour un conflit de cette ampleur, c'est quand même un petit peu nouveau. La violence verbale. Il a quand même, hier, mardi 7 avril, menacé de destruction la civilisation iranienne. Il avait dit, c'était le week-end dernier, qu'il allait ramener l'Iran à l'âge de pierre, where they belong, là où l'Iran a sa place, ce qui est quand même extrêmement choquant comme déclaration. Quant à la destruction des infrastructures civiles iraniennes, qu'il avait aussi annoncé hier, là, on est très clairement, du point de vue du droit international, dans le crime de guerre. Et Laurence, si on refait l'histoire de ces derniers jours, on voit que Trump, après avoir menacé très fortement l'Iran, presque d'apocalypse, il a finalement rétropédalé pour accepter de revenir en arrière. Est-ce qu'il s'est dégonflé comme d'habitude ? Alors, ça va dépendre de qui vous écoutez, parce que évidemment, les médias trumpistes favorables à la guerre disent qu'il ne s'est pas du tout dégonflé, qu'il a accepté un plan que les Iraniens lui ont donné, s'étant eux-mêmes dégonflés. Et donc, c'est un petit peu un jeu de ping-pong. Mais de nombreux observateurs dans le camp américain, dans le camp occidental, pensent que c'est Trump qui s'est dégonflé. Et là, il faut employer le terme taco que vous connaissez certainement, Thomas. Trump always chicken out. Trump finit toujours par se dégonfler. Vous pouvez nous en dire plus, Laurence ? Oui, je voudrais vous parler d'un indicateur que les analystes de la Deutsche Bank ont créé ces dernières semaines pour essayer de mesurer en termes mathématiques la probabilité que Trump se dégonfle et quand, dans l'avenir proche, il va se dégonfler. C'est ce qu'ils appellent le Taco Index. Il faut vraiment saluer l'inventivité de ces analystes. Pour mettre au point cet indice TACO, on utilise 4 indicateurs économiques. On agrège donc la prévision d'inflation à 1 an aux États-Unis, l'évolution des sondages de Donald Trump dans le mois précédent,
L'indice boursier du SP500, c'est-à-dire des 500 plus grandes compagnies tradées à Wall Street, et quatrièmement, l'évolution des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain. Tout ceci vous donne un chiffre et suivant la hauteur de ce chiffre, eh bien, on peut prévoir le moment où Trump va se dégonfler. Et donc, ce Taco Index a vraiment beaucoup de succès ces temps-ci. Belle inventivité côté occidental, mais est-ce qu'il y a un équivalent côté iranien, Laurence ? Oui, on a vu quelque chose de très étonnant venant de l'Iran ces dernières semaines. Enfin, en réalité, dès le début du conflit. Un certain nombre de petites vidéos sont apparues sur les réseaux. Ce sont des vidéos à base de petits personnages légaux, donc qui représentent Donald Trump, tous les acteurs du conflit. C'est très kawaii, très mignon, très amusant à regarder et ça a un succès fou. Après, il faut pas se tromper, ce sont des vidéos de propagande pro-iranienne, très anti-israélienne, qui sont faites par des acteurs de la société civile iranienne, on le suppose, mais qui sont relayées par le régime iranien, également par les médias russes dans le monde entier. Et on voit bien qu'il y a une inventivité, une modernité de la société iranienne. On est très loin de l'âge de pierre que Trump leur attribue. Pour conclure, et en attendant que la poussière retombe, Laurence, est-ce qu'on va revenir vers nous et l'Europe ? Quelles conséquences voyez-vous pour les Européens ? Alors moi, je vois une conséquence vraiment très intéressante de ce conflit en Iran, ou plus exactement de la politique étrangère de Trump depuis le début de l'année 2026, parce qu'on peut mettre le Groenland dedans. Si on regarde en arrière, le premier mandat de Trump, il était déjà extrêmement critique des Européens, alors l'Union européenne évidemment, mais aussi de l'OTAN à l'époque. Et ce que j'avais remarqué, c'est que un certain nombre de pays européens qui se sentent très vulnérables vis-à-vis de la Russie, donc là je parle évidemment de la Pologne et des pays baltes, mais qui se sentent aussi très proches des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, devant les attaques de Trump, avaient choisi comme tactique de se rapprocher encore plus des États-Unis, en faisant allégeance au président Trump, en achetant de plus en plus d'armements américains, de manière à forcer les États-Unis à continuer à soutenir l'Europe. Et sur le papier, le calcul semblait relativement raisonnable. Ce qu'on voit cette fois-ci avec le second mandat de Trump, c'est que ce calcul ne tient plus parce que même la servilité la plus effrénée et les achats d'armements les plus fous ne suffisent pas à maintenir le soutien de Trump aux Européens. On l'a vu avec la séquence du Groenland. Et là, avec cette guerre en Iran, Trump ne nous a absolument pas prévenus, nous demande maintenant d'agir pour rouvrir nous-mêmes le détroit d'Ormuz. On voit bien que nous sommes, nous, Européens, vraiment tout seuls. Et donc, même les pays vulnérables comme la Pologne, les États baltes, ou dans une relation spéciale avec les États-Unis comme la Grande-Bretagne, comprennent qu'il va falloir s'en sortir tout seul et ne plus compter sur les États-Unis. Nous, Français, on a relativement l'habitude, on a eu De Gaulle, on a la bombe nucléaire, on sait depuis longtemps réfléchir tout seul. Mais pour ces autres pays, il y a un chemin à parcourir pour comprendre, accepter l'idée qu'on est tout seul au monde, que les États-Unis ne sont plus à nos côtés comme auparavant. Donc à vous entendre, Laurence, les propositions françaises d'une autonomie stratégique européenne ou d'un pilier européen de l'OTAN ont de beaux jours devant elles. Oui, ces propositions sont maintenant mieux perçues dans les capitales européennes. Il y avait d'ailleurs un article de The Economist il y a quelques semaines là-dessus, disant que la France avait eu raison avant tout le monde. C'était vraiment dommage qu'on soit aussi insupportable, ajoutait cette hebdomadaire britannique. On n'est jamais déçu par les Britanniques. Merci Thomas. Merci Laurence. À une prochaine fois. À une prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.